Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon début de journée. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir à l'occasion de ce Forum national sur l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie. Merci. Nous sommes environ 200 personnes dans cette salle. Vous avez accepté, et je pense avec beaucoup d'enthousiasme, d'être avec nous aujourd'hui pour venir partager vos différentes perspectives et on l'apprécie énormément. Je prendrai le temps de présenter un peu certains groupes qui sont dans cette salle. Je veux simplement me présenter très brièvement. Je suis Karina Lehoux, heureuse de vous accompagner pour la journée comme animatrice, comme maître de cérémonie, pour vous présenter des leaders, des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi à la question, vous permettre de vous exprimer aussi tout au long de la journée. C'est une grande partie, c'est un grand objectif qu'on poursuit à l'occasion de ce qui est un sujet au cœur de l'actualité, un débat de société. Mais avant tout, quand je m'y préparais, je me disais à quel point c'est un sujet qui nous touche tous d'une certaine façon, personnellement, avec nos familles puis avec nos proches. Donc, je pense que c'est une journée qui est significative, j'oserais dire, pour toutes nos familles. Merci beaucoup. Les groupes présents, vous êtes nombreux. Je ne vais pas tous vous nommer. J'ai eu l'occasion de voir la liste des participants, mais vous me permettrez de souligner le fait que dans cette salle, il y a plusieurs représentants d'associations professionnelles. Vous êtes plusieurs des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des gens des regroupements de patients, des regroupements d'usagers, des chercheurs universitaires qui sont avec nous. Alors, on apprécie beaucoup cette représentativité-là. Bien entendu, ils sont tout près de moi. Les gens qui composent la commission sur les soins de fin de vie sont avec nous aujourd'hui. Les membres également du groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir, bienvenue à vous. Plusieurs représentants du Collège des médecins, de l'Ordre des psychologues, du Protecteur du citoyen, pour ne nommer que ceux-là, mais à tous, bienvenue. Je soulignerai bien entendu, vous l'aurez deviné, la présence de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle Mécan. Bonjour. Vous aurez l'occasion de présenter, prononcer l'allocution d'ouverture dans quelques minutes. Et c'est un événement, c'est une démarche qui se veut transpartisane. Alors, je vais prendre le temps de saluer les représentants des différents partis qui sont avec nous. Monsieur Sol Zanetti, représentant de Québec solidaire, bonjour, merci d'être avec nous. Madame Véronique Yvon, représentante du Parti québécois. Et on me dit que se joindra à nous dans les prochaines minutes Monsieur André Fortin, représentant du Parti libéral du Québec. Représentants des médias, vous êtes bien représentés ce matin. Merci beaucoup d'être là. Donc, la journée, elle est ouverte pour l'ensemble des représentants des médias. Vous le voyez par les images, par la possibilité de prendre des photos, de réaliser des entrevues à l'extérieur de la salle. Donc, soyez les bienvenus. Objectif de la journée, qu'est-ce qu'on poursuit lorsqu'on va retourner chacun chez nous aux quatre coins du Québec en fin de journée? On veut pouvoir avoir mis en lumière les différents points de vue sur la question de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude. C'est vraiment le sujet sur lequel on veut porter votre attention et de contribuer à des échanges qui seront constructifs pour faire évoluer la loi concernant les soins de fin de vie. Je vais conclure mon mot d'ouverture avec quelques informations pratico-pratiques. Vous avez vu en entrée dans la salle l'accès au réseau Wi-Fi, donc c'est ouvert et gratuit pour l'ensemble des participants. En salle, on a prévu également de l'eau, puis à l'extérieur, vous avez café, thé, eau chaude. Eau fraîche, oui, dans la salle, je l'ai mentionné. Et à l'extérieur, lorsque vous aviez accès aux vestiaires, vous avez vu les salles de bain qui sont accessibles des deux côtés. Et votre meilleur allié, je serai certainement une bonne alliée pour la journée, mais le cahier du participant est aussi très utile. Je vais m'y référer. On va se référer à ça pour l'horaire, mais aussi pour les questions de discussion qui nous animeront nos ateliers un petit peu plus tard. Pour ce matin, on débute avec quelques allocutions d'ouverture. On fera une présentation sur la situation des soins de fin de vie au Québec. Il y aura une présentation du rapport du groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir. Et ce sujet sera au cœur de l'atelier qui suivra la pause et de la plénière. Donc, la deuxième moitié de la matinée est là pour vous permettre de vous exprimer. Je vous souhaite donc une belle matinée, une excellente journée. Et sur ce, j'aimerais céder la parole et l'inviter à vous adresser le mot d'ouverture, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, OK. Alors, très heureuse que nous ayons aujourd'hui l'occasion d'échanger sur ces questions tellement importantes pour la société. Et donc, je vous salue tous. Je salue aussi les représentants des médias
C'est important qu'il soit là. Et vous dire, je pense que les derniers jours le traduisent, combien ce dont on va parler aujourd'hui, c'est important pour notre société. Comme le dit Mme Lehoux, Karina, c'est important pour toutes nos familles. Alors, moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est que le dialogue continue et que nous le fassions dans la plus grande sérénité. C'est ma volonté. Et je vais d'ailleurs saluer d'emblée mes collègues parlementaires, Mme Yvon, qui, évidemment, comme on le sait, a grandement contribué à l'avancement de l'aide médicale à mourir au Québec, M. Zanetti, qui est ici avec nous aussi, et M. Fortin, qui sera avec nous dans les prochaines minutes. Alors, nous débutons aujourd'hui une grande consultation publique et je l'avais annoncé, cette consultation transpartisane, dès le mois de novembre passé, en compagnie de mes collègues parlementaires. Et je suis bien contente qu'on commence aujourd'hui à concrétiser cette initiative. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. C'est une participation qui est essentielle parce qu'on va aborder, évidemment, des grands enjeux éthiques, cliniques et juridiques entourant l'inaptitude et l'aide médicale à mourir. Je veux aussi faire mention de la diversité des groupes. Madame Lehoux l'a mentionné, et c'est très important aussi d'avoir plusieurs groupes qui représentent les usagers. Évidemment, c'est ce qui va enrichir beaucoup nos débats. Mais je salue aussi la présence des membres du groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir et des commissaires à la Commission sur les soins de fin de vie qui vont d'ailleurs s'adresser à vous aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, qui est l'inaptitude, je veux revenir sur un point important que j'ai abordé en mêlée de presse là, il y a quelques minutes. Au cours des derniers jours, dans la foulée de notre décision de respecter le jugement dans la cause Truchon et Gladue, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées dans notre société pour s'inquiéter des conséquences de cette décision pour les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. On a entendu ces inquiétudes et on partage les préoccupations des Québécois et des Québécoises pour les personnes les plus vulnérables. Donc, le gouvernement du Québec prend acte de la volonté de la population à l'effet qu'il est nécessaire de faire un débat et une réflexion collective sur les balises entourant l'aide médicale à mourir et la santé mentale. Alors, on va instaurer une période de consultation et de réflexion sur cette question très sensible et complexe. Le gouvernement du Québec souhaite se donner le temps d'aborder cet enjeu et de favoriser une réflexion collective à travers différentes formules de consultation. D'autre part, cette pause, ce temps de réflexion, va nous permettre de prendre connaissance de la position aussi du gouvernement fédéral sur la question. Et je vous mentionne tout de suite que nous travaillons beaucoup en lien avec le gouvernement fédéral. Pour les prochaines étapes, les consultations envisagées vont prendre la forme d'un forum sur l'accès à l'aide médicale à mourir en santé mentale, prévu probablement fin février, début mars. Il y aura également des consultations en ligne. On veut également une consultation élargie et transpartisane et on va convenir des modalités avec mes collègues de l'opposition. J'ai aussi demandé au Collège des médecins et à leurs membres de surseoir aux demandes d'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux à compter du 12 mars. Donc, nous nous donnons une pause pour les personnes qui ont des troubles mentaux. Toutefois, les personnes qui ont des maladies neurodégénératives et qui correspondent aux autres critères de la loi auront accès à l'aide médicale à mourir à partir du 12 mars. Évidemment, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral, mais au niveau de la société québécoise, de la loi sur les soins de fin de vie,
les personnes qui ont des maladies neurodégénératives et qui correspondent aux autres critères de la loi pourront avoir accès le 12 mars prochain. Alors, l'objectif de cette demande, c'est pas de priver les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale de leurs droits, mais c'est de prendre le temps, et on sait combien c'est important, de déterminer les critères, les façons avec lesquelles ces droits vont s'exercer. Ce sursis et cette période de réflexion vont prendre fin seulement au moment où un consensus clair et général va se dégager au sein de la population et des experts consultés. Donc, nous allons prendre tout le temps nécessaire pour arriver à ce consensus. Encore une fois, il est important que nous puissions prendre le temps et surtout faire ces débats dans la plus grande sérénité. Et soyez assurés que le débat nécessaire, essentiel qu'on aura collectivement sur l'aide médicale à mourir et la santé mentale ne va pas diminuer ni détourner l'engagement qu'on a pris, que j'ai pris, d'améliorer l'accès aux soins et aux services. Ce principe est fondamental. Donc, nous continuons d'améliorer l'accès et nous tenons compte, évidemment, de toute cette dimension dans la question qui nous occupe aujourd'hui. Notre gouvernement s'est engagé, dès la première heure de son mandat, à améliorer l'accès aux services en santé mentale. Notre priorité, je le rappelle encore, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont besoin de ces services puissent y avoir accès en temps opportun et qu'ils soient bien adaptés, ces services, à leur situation. Vous savez qu'il y a eu des investissements cette année pour réduire les listes d'attente. On poursuit nos efforts dans ce sens-là. En octobre dernier, au forum sur la question des adultes et de la santé mentale, on a annoncé notre intention de nous doter d'une stratégie québécoise de prévention du suicide et j'ai confirmé le déploiement du nouveau programme d'accès et d'accompagnement en santé mentale d'ici 1 an dans toutes les régions du Québec. Alors, notre engagement, il est total et il est ferme en santé mentale. C'est une priorité. Alors, je vais revenir maintenant à l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, puis je tiens à dire que je suis très contente qu'il y ait tant de gens qui aient répondu à l'appel pour ce grand débat de société. Depuis la mise en œuvre de notre loi en décembre 2015, beaucoup de chemin a été parcouru. En 2014, le Québec faisait figure de précurseur en adoptant la loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi qui est venue encadrer les droits des personnes en fin de vie ainsi que l'accès aux soins palliatifs s'appuie sur des valeurs de dignité, de solidarité, de compassion et de respect des volontés individuelles qui sont chères à notre société. La mise en œuvre de cette loi, qui constituait un défi de taille, a été réalisée avec succès, bénéficiant d'un consensus social historique. Pour la première fois, les personnes le souhaitant pouvaient avoir accès à l'aide médicale à mourir selon un cadre bien défini par la loi, comprenant des balises strictes pour protéger les personnes. La Commission sur les soins de fin de vie a également été instituée afin d'assurer un rôle de conseil et de surveillance. D'ailleurs, son président, le Dr Michel Bureau, va aborder au cours des prochaines minutes les étapes franchies depuis ce temps. Cette évolution se poursuit donc aujourd'hui par la tenue de notre forum qui porte sur l'aide médicale à mourir et l'inaptitude. Alors moi, je souhaite que cette journée de discussion mette en lumière les différents points de vue sur la question de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude et sur son acceptabilité. Nous devons aussi aborder la délicate question du comment actualiser cette avenue qui est tant souhaitée. Nous devons viser un équilibre entre le respect des droits de la personne et la protection des plus vulnérables. Récemment, le rapport du groupe d'experts mandaté pour examiner la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir a été rendu public. Ce rapport bien étoffé va vous être présenté en plénière ce matin par les 2 coprésidents du groupe, M. Jocelyn Maclure et Maître Nicole Filion.
Ça va être une excellente base pour amorcer une réflexion à plus grande échelle sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes. Mais je dois aborder tout de suite la thématique du jour en vous parlant de l'amélioration constante de l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie partout au Québec, tant en établissement qu'à domicile, pour les personnes qui en ont besoin. J'ai annoncé en décembre 2018 des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie. Parmi ces mesures, la création du groupe de travail national sur l'amélioration de l'accès équitable et de qualité en soins palliatifs et de fin de vie, dont le rapport va être diffusé sous peu. Alors, issu de ces travaux, les orientations prioritaires ciblées vont se traduire dans un plan d'action ministériel. On a aussi annuellement un budget de 4,5 millions qui a été attribué à l'ensemble des établissements du réseau dans le cadre du programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie. Améliorer l'offre de services en soutien à domicile constitue aussi pour nous une très grande priorité qu'on a concrétisée de façon historique par cet investissement de 280 millions cette année. Alors maintenant, on va débuter nos discussions sur la question de l'inaptitude. C'est une question complexe et vraiment, on le sait tous, c'est essentiel d'en explorer tous les tenants et les aboutissants. Et je suis certaine que c'est grâce à votre apport précieux qu'on va réaliser tous ensemble une réflexion approfondie, responsable, éclairée et soucieuse du respect de l'autodétermination des personnes. Une réflexion, je le crois, qui va mener à une évolution des pratiques, mais on va respecter également les droits de chacun et sans compromis pour la protection des plus vulnérables. La qualité de vie, le respect de leur volonté, de leur dignité, de leurs valeurs sont une priorité pour notre gouvernement. Je vous invite donc à profiter de cette occasion aujourd'hui pour participer évidemment activement au débat, partager librement vos opinions, vos idées, votre point de vue. Nous en avons tous besoin. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour ces mots en ouverture. Un élément d'information nouveau que je veux vous donner, vous aurez remarqué qu'on a une table avec des micros à l'avant et on a un caméraman qui est dédié pour filmer l'ensemble de la journée. Donc, tout ce qui sera présenté, même les propos que vous aurez durant les plénières au cours de la journée, c'est filmé. Ce sera rendu accessible sur le web, sur le site du ministère à la suite de l'événement. Il y a un lien qui vous sera envoyé. Donc, si vous voulez réécouter les segments ou partager avec des gens qui ne sont pas là, ce sera possible. On entre dans le cœur des présentations qui vont alimenter nos discussions de la suite de la matinée. Et on débute avec Dr Michel A. Bureau, que j'invite, à s'avancer pendant que je le présente, mais vous le connaissez certainement comme président de la Commission sur les soins de fin de vie. Avec lui, on s'est donné comme objectif en quelques minutes, une vingtaine de minutes pour se garder un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez, de brosser le portrait de l'évolution et de l'état actuel des pratiques de soins en fin de vie au Québec et en mettant l'accent sur donc la pratique des 4 dernières années. Quelques mots à l'égard de Dr Bureau, qui a tout un parcours, ce qui est le cas de tous les gens que je vous présenterai aujourd'hui. Alors, quelques mots seulement pour vous dire qu'il est médecin spécialisé en pédiatrie, néonatologie et pneumologie, leader académique et professionnel, un haut gestionnaire également du système de santé au Québec. Au cours de son parcours, il a été doyen de la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke, président-directeur général du Fonds de recherche en santé du Québec. Il a également été sous-ministre associé. Il a donc une très bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, tout en ayant acquis une expérience clinique variée des soins de fin de vie. Docteur Bureau, à vous la parole. Merci. Je suis impressionné et ému de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai devant moi tous les décideurs du réseau de la santé pour une des causes les plus sensibles de notre société et ça nous touche personnellement. Madame McCann disait que toutes nos familles sont touchées. Moi, je suis dans les derniers d'une famille de 12. Imaginez l'âge des aînés de ma famille qui ont pris soin de moi quand j'étais petit. C'est maintenant à moi de m'occuper d'eux et c'est l'histoire de chacune de nos familles.
je vais bien centrer mon propos sur l'aide médicale à mourir, sur ce que nous avons fait au Québec dans les 4 dernières années, pour mettre la table, pour ensuite s'adresser aux questions que vous allez discuter, que tout le monde ait les mêmes connaissances de base sur cette réalisation extraordinaire du Québec. On va donc commencer par reprendre qu'est-ce qui a été fait avec les personnes aptes qui demandaient l'aide médicale à mourir. Et après ça, on pourra avoir des considérations pour les personnes inaptes que vous aurez en discussion. Il est juste à votre droite sur la table. Merci. Ah, je ne suis pas le groupe d'experts. Il y a eu au Québec... Je pense que l'équipe technique peut peut-être vous aider là-dessus si vous voulez débuter votre propos. Si vous voulez mettre la deuxième conférence. Il y a eu au Québec 4000 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir depuis le 10 décembre 2015. Ce n'est pas 4000 cas, c'est 4000 personnes avec leur histoire particulière, leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, leurs petits-enfants, et qui, au bout de la vie, en vertu de grandes souffrances qui leur étaient intolérables et de maladies non guérissables, demandent l'aide médicale à mourir. Et quand les médecins rapportent avec nuance et avec sensibilité et compassion, quand ils décrivent et envoient à la commission le rapport, on sent tout de suite la particularité de chacune de ces histoires d'aide médicale à mourir. À nos dernières sessions, on voyait des gens qui voulaient passer Noël avec leur famille avant de demander l'aide médicale à mourir. D'autres voulaient voir le dernier petit enfant qui était en route dans la famille, et ainsi de suite. C'est donc des histoires très émotives que les médecins, avec détail, nous rapportent, et chacun des cas pose une situation qui lui est propre, et à chaque fois, c'est une histoire personnelle. Un retour rapide sur ce qui fut fait au Québec. Je pense que c'est le Collège des médecins au Québec qui a ouvert le bal. Quand il a dit « Nous sommes rendus à la période où il faut que les médecins se rangent vers les thérapies appropriées ». C'est une façon de dire que l'évolution de la science avait amené beaucoup de médecins vers l'acharnement thérapeutique avec des promesses qui n'étaient pas toujours au bénéfice de la personne qui était en fin de vie. Et il fut mis sur la table là que, à ce rapport qui fut suivi par la commission de mourir dans la dignité, qu'on devait réfléchir sur la fin de vie. Et le collège citait parfois l'aide médicale à mourir qui sera la solution. Et c'est la première fois qu'on le mentionnait de façon aussi claire. La société a développé un consensus, et je ne reviendrai pas là-dessus, et la décision fut celle de la société civile. On pense souvent que c'est les médecins. Ce n'est pas les médecins. C'est une décision de la société civile. Et l'adoption de la loi en 2014, la promulgation de la loi le 10 décembre 2015. Un mot sur les médecins. Ce groupe est assez généreux au Québec et au Canada, et je dirais un peu exceptionnel à travers le monde. Les médecins en général, les associations médicales du monde se prononcent contre l'assistance médicale à mourir. Récemment, l'Italie vient de passer une loi. Dans la même semaine, l'Association des médecins italiens disait qu'il était opposé. Ce n'est pas dans la nature, dans l'ADN d'un médecin de donner l'aide à mourir. Il y a des objections de conscience. C'est une lourdeur émotive très importante. Il y a des conséquences légales. Il y a beau avoir des critères. Les critères ont beau être précis. L'interprétation des critères pour l'un et l'autre fait l'objet de discussions, et il y a un inconfort du côté médical. Certains se demandent s'ils ne se mettent pas à risque dans ces circonstances, à risque de conséquences légales.
Il y a aussi une lourdeur administrative alentour de ça. C'est inévitable. C'est rapporter qu'on a mis fin à la vie de quelqu'un pour soulager ses souffrances. Et ceci doit être donc vérifié, rapporté, discuté, et chacun doit rester dans les lignes de ce que la loi permet. C'est aussi incompatible avec l'organisation de la pratique médicale de la plupart des médecins. Alors, ça demande une pirouette importante pour les groupes de médecins de s'ajuster à cette demande de la société. Elle ne vient pas du corps médical, elle vient de la société. Depuis 2015, que s'est-il passé? Ce fut un apprentissage important. On pense que quand on modifie la loi pour, comme on en parle maintenant pour le 12 mars, le 11 mars, que le 12 mars, tout est prêt à marcher. Non, c'est pas ça du tout. Quand la loi fut adoptée en 2015, le 10 décembre 2015, le 11 décembre 2015, le réseau n'était pas prêt. Les hôpitaux n'étaient pas prêts, les médecins n'étaient pas prêts, les guides préliminaires de pratique ont été faits. Avec le temps, ils se sont précisés, ajustés, et la mise en œuvre véritable a pris à peu près une année. Dans les 6 premiers mois, il y a eu quelques dizaines d'aides médicales à mourir, et vraiment, de décembre à juillet, août de l'année suivante, 2016, le service, cette offre de service a pris son envol. Alors, intrinsèquement, c'est un mécanisme qui, on a parlé de pause maintenant, c'est un mécanisme qui prend le temps, il faut laisser au temps le temps de faire son œuvre. La commission, 11 commissaires extraordinaires avec qui j'ai le plaisir de travailler, c'est 11 experts spécialistes de tous les domaines. Et la commission a dû apprendre à travailler aussi avec les médecins, avec les conseils des médecins et dentistes qui sont responsables dans chacun de vos établissements, responsables de la qualité, et surtout avec le Collège des médecins qui a été au cœur de cette loi depuis le début. La loi fédérale arrive en 2016, ne prend pas les mêmes terminologies que la loi québécoise, bien sûr, crée des interprétations difficiles pour et les patients et les médecins. Que s'est-il passé depuis 2015? Il n'y a pas eu de dérive. On a entendu ça souvent. Il n'y a pas eu de dérive. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu. À quoi on pense? Puis pensez maintenant à la discussion que vous allez avoir pour les INAP. Quelle sorte de dérive il pourrait y avoir pour les INAP? Revenons à ceux pour les personnes qui étaient aptes à demander l'aide à mourir. On avait peur pour eux que les plus vulnérables aient de la difficulté à prendre cette décision. On avait peur de la pression des familles, pression favorable ou pression défavorable, les deux. Des demandes de trop faible gravité, de choix d'AMM par manque d'accès aux soins palliatifs. On peut vous rassurer là-dessus, cependant. La résistance des médecins trop stricte. Certains médecins trop permissifs. À chaque fois que vient une demande qui est analysée de façon anonyme, on voit parfois que 2 médecins vont peut-être réagir différemment devant le même type de patient. Choix de l'AMM pour des raisons économiques, banaliser la mort, et je prends en ajouter une autre qu'on n'a pas beaucoup ici, mais que dans l'ouest du Canada et des États-Unis, il y a les positions dogmatiques confessionnelles qui peuvent aussi venir influencer et le patient et la conduite des médecins. On a évité les glissements par des mécanismes de sauvegarde assez serrés. 2 médecins indépendants doivent analyser la demande, vérifier si les critères sont rencontrés et être d'accord. Ils sont aidés par le guide de pratique du Collège des médecins qui doit, avec l'évolution des demandes, être ajusté périodiquement. Le fédéral impose 2 témoins. Le Québec demande une signature d'un professionnel à la demande. Le formulaire de déclaration doit venir consigner ce que le médecin a fait, comment il a évalué le patient, et avec détail,
qui le fait, quand il le fait, combien de fois il a vu le patient. Et tout ça peut paraître lourd, mais c'est un mécanisme de vérification et c'est un mécanisme qui protège des dérives. Transmission en 10 jours à la commission et la commission a 60 jours pour en faire l'analyse. La commission des soins de fin de vie est unique au Canada. L'équivalent existe en Belgique et aux Pays-Bas. C'est la société civile qui a créé cette commission indépendante du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, mais elle est indépendante du gouvernement. 11 commissaires que je trouve extraordinaires. Ce sont des spécialistes de leur domaine. Soins palliatifs, nursing en soins palliatifs, des représentants du public, représentants des usagers, pharmaciens, éthiciens, juristes, travailleurs sociaux. Alors, c'est une commission qui est très agréable pour moi de diriger et qui a un travail en profondeur à chacune de ces rencontres. Elle a un mandat large, la commission. Je ne parlerai que de l'AMM aujourd'hui parce que l'objet, c'est l'AMM pour les personnes qui deviennent inaptes. Mais la commission s'occupe de la sédation palliative continue, de s'assurer que les soins palliatifs se développent correctement au Québec et aussi des déclarations médicales anticipées. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que chaque cas, chaque personne qui demande et reçoit l'AMM, 2 médecins l'auront évalué et souvent un troisième. Quand les médecins ne sont pas sûrs, ils vont demander à un neurologue, ils vont demander à un psychiatre, un psychologue de fournir un élément, un avis sur la capacité de décider du patient. 2 médecins, un médecin qui administre et déclare l'AMM et la commission qui vérifie chaque cas. Les critères, j'en parlerai pas longtemps parce que vous en avez entendu parler beaucoup, mais je vais les nuancer. Une personne doit être assurée. Ça ne doit pas être un touriste médical. L'assurance maladie le confirme. Doit être apte à consentir. Majeur et apte à consentir. C'est pas facile à évaluer ça pour une personne apte qui est en fin de vie, qui reçoit des narcotiques contre la douleur, qui est souffrante. Et beaucoup de débats prennent place vis-à-vis ce sujet. Fin de vie, pas facile à évaluer, fin de vie. C'est quoi? C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans. Les médecins ont de la difficulté à prévoir la fin de vie, sauf quand c'est vraiment dans les tout derniers mois de la vie. Ce facteur va tomber et j'y reviendrai. Maladie grave et incurable. Maladie grave et incurable, c'est vrai. Et celles-ci sont généralement bien définies. Mais qu'est-ce qui arrive quand une personne a 3 morceaux de maladie qui sont... Ni l'une va causer la mort, mais les 3 ensemble causent une condition qui est incompatible avec la vie. Par exemple, un peu d'insuffisance cardiaque, un peu d'insuffisance pulmonaire, puis un peu d'insuffisance rénale. Les 3 ensemble ne permettent pas une longue survie, individuellement. Alors, ici aussi, il y a une interprétation que les médecins doivent faire, et c'est jamais facile. Déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et les souffrances. Les souffrances, on pourra en parler longtemps. C'est la personne qui qualifie ces souffrances. Ce n'est pas le médecin, c'est la personne. Et le collège l'a bien rappelé aux médecins récemment. Mais la souffrance a toutes sortes de couleurs. Outre la souffrance physique, celui qui est devenu incontinent, dépendant des proches qu'ils aiment, il y a une souffrance existentielle qui s'ajoute aux souffrances physiques et elles ne seront pas apaisées. Quand le facteur de fin de vie disparaît, la réaction du public, c'est demain matin, tous ceux qui sont malades vont courir demander l'assistance à mourir. Il n'en est rien. Et je vais vous montrer ce qu'il démontre. Ce sera le prochain cliché. Ici, regardez le premier point. 6 demandes d'aide médicale à mourir en 2015. Ce n'a été qu'à la fin de 2016, vraiment, qu'il y a eu une demande de la clientèle. Alors, quand on pense au 13 mars, tout le monde va demander l'aide médicale à mourir, toutes sortes de choses. Non. Il prend un temps à une loi, quand elle est adoptée et promulguée, à se mettre en place, et ça a pris ce temps. Maintenant, cette courbe de croissance
de l'aide médicale à mourir, si on poursuit la courbe, on dira où est-ce qu'elle va arrêter. Généralement, dans les pays qui ont eu l'aide médicale à mourir, c'est pour nous, ce sera vers 2500 aides médicales à mourir que sera le plateau prévisible. Ce cliché est important ici. Il y a 68 000 décès par année. Parmi ces 68 000 décès, 33 % c'est le cancer. Et le second, c'est cardiaque, après ça pulmonaire, après ça neuromoteur, après ça les accidents de la route, les accidents de travail, après ça les autres causes. Les autres causes, c'est toutes sortes de choses. C'est le mélange de quelques maladies, la polypathologie parfois. Mais le cancer. Le cancer, rappelez-vous, c'est une tumeur qui progresse, envahit les tissus voisins et cause des douleurs atroces. Pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Alors, regardez, juste en bas, là, vous allez voir, c'est les gens qui ont le cancer qui sont les plus grands demandeurs de l'aide médicale à mourir. Et c'est 1250 personnes sur 33 000 personnes qui sont décédées de cancer cette année-là. Les gens qui ont une maladie neurologique, le nombre est plus petit. Ceux qui ont une maladie respiratoire aussi, 150, 160, et les autres, 40. Alors ici, ce qu'on vient montrer, c'est que c'est la souffrance qui commande l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le type de maladie, c'est quel est le degré de souffrance. Et c'est ici comme ailleurs, dans les autres pays, le cancer qui est la cause la plus importante. Les personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir avaient 72 ans, la majorité atteinte de cancer. Et pour les soins palliatifs, presque tous ceux qui avaient le cancer arrivent des soins palliatifs. Quelques-uns ont dit d'emblée, je ne veux pas aller aux soins palliatifs, je demande tout de suite l'aide à mourir, mais quand cela arrive, c'est l'exception et on le remarque. Ça arrivait en centre hospitalier, la majorité du temps, et ils étaient en fin de vie. Ils étaient en fin de vie parce que la loi demande qu'ils soient en fin de vie. Non, c'est pas ça. Ils étaient en fin de vie parce qu'on ne demande pas à mourir avant d'être en fin de vie. 96 % des gens ont demandé l'aide à mourir dans les 6 derniers mois. Ils auraient pu le demander 6 mois précocement. Non. Les gens tiennent à la vie. Ils sont résilients. Ils souffrent longtemps avant de demander l'aide à mourir. 84 % dans les 3 derniers mois. Et si vous allez en Belgique où il n'y a pas ce facteur de fin de vie, on pourrait dire, dès que le diagnostic est fait, les gens peuvent demander l'aide à mourir, mais non, ça n'arrive pas là non plus. Les gens demandent l'aide médicale à mourir, 85 % dans les derniers 6 mois de la vie. Ce sera la même chose ici. Les principaux motifs de ceux qui ont demandé l'aide médicale à mourir et qui ne l'ont pas eu. Ici, c'est un peu je ne dirais pas une ratée, mais un défaut de la mise en œuvre de notre loi qui a pris le temps qu'il faut pour faire sa place. Certains hôpitaux n'avaient pas les professionnels disponibles pour donner l'aide médicale à mourir. Et il y a quand même des gens qui ont demandé, qui auraient dû avoir l'aide médicale à mourir, qui ne l'ont pas eu. Certains ont attendu trop. Ils étaient à l'orée de la mort quand ils l'ont demandé. Ils n'ont pas eu le temps d'être évalués. D'autres ont changé d'avis. D'autres ont perdu l'aptitude à consentir. Le fameux 10 jours du fédéral là, fait en sorte que parfois le malade perd sa capacité de dire oui au moment de l'aide médicale à mourir. Ici, les établissements apportent les correctifs qu'il faut et j'ai bien confiance que le prochain rapport aura corrigé cela. Les médecins. Mettez-vous dans la peau d'un médecin. Médecin vous-même, là. Vous ne courez pas à cette fonction. Il y a 3 % des médecins qui, courageusement et avec compassion, c'est vraiment avec compassion, c'est la compassion qui est le principal mot, qui donne l'aide médicale à mourir. 500-600 médecins y participent. C'est des médecins de famille, ça correspond mieux à la culture de la médecine de famille. Les spécialistes, un peu moins,
Mais les internistes, les oncologues, les neurologues, les cardiologues, il y en a de plus en plus qui se joignent. Il y a un effort à faire de ce côté-là. Les médecins de tous âges, c'est rassurant. Moi, je pensais que c'était des gens en fin de carrière, mais ce n'est pas ça. Les médecins de tous âges, les jeunes autant que les aînés. Il y a 2 profils de pratique et cela a inquiété la commission. Il y a les médecins qui ont suivi leurs patients, qui arrivent à une condition d'aide médicale à mourir et qui l'accompagnent jusqu'à la fin et le font. Ça, c'est la moitié ou un peu plus des aides médicales à mourir. Mais il y a un nombre de médecins qui sont venus aider leurs confrères qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas ou n'avaient pas la capacité de le faire, je vais le dire ainsi. Et certains médecins sont devenus ceux qui ont rendu service à leurs confrères et qui l'ont fait. Alors, il y a un certain nombre de médecins, ils ne sont pas nombreux, 20-25 au Québec, qui font entre 10 et 50 aides médicales à mourir et qui donnent le service à la clientèle. Ils sont remerciés, puis ils le font de la bonne façon, même s'ils le font à des patients qu'ils ne connaissaient pas un mois auparavant. Mon temps coule. Les directives médicales anticipées, je vous rappelle que la loi nous permet de dire le type de traitement qu'on ne veut pas si on est devenu inapte dans un accident, par exemple. Si moi, j'ai un accident de voiture, je deviens comateux, on s'occupe de moi, mais on s'aperçoit une semaine après que je suis encore comateux et je vais le rester toute ma vie. Si j'ai dit, je ne veux pas être sur respirateur, je ne veux pas être en dialyse rénale, je ne veux pas être réanimé, je ne veux pas être alimenté artificiellement, je ne veux pas être hydraté artificiellement, j'ai le droit de faire ça. Et pour le faire aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas 20 personnes dans la salle qui ont rempli ce questionnaire, je n'ose pas demander de lever la main. Les Québécois ont cette capacité, puis ils veulent contrôler leur fin de vie. Ils ont un outil, puis ils ne l'utilisent pas. Bon. Cet outil-là exclut nommément l'aide médicale à mourir. Ils ne peuvent pas demander l'aide médicale à mourir. Et c'est le propos de la discussion aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait demander, quand nous sommes en bonne santé, que lorsqu'on perdra notre capacité de juger, avoir l'aide médicale à mourir? Et je conclus. Le travail qui fut fait au Québec par vous tous est extraordinaire. La société vous en est reconnaissant. Le retrait du facteur de fin de vie n'inquiète pas beaucoup la Commission pour les maladies somatiques. Pour les maladies mentales, ça inquiète la Commission. Il y a des précautions à prendre. Il faut prendre le temps de le faire et nous sommes contents de réaliser d'abord que ça ne peut pas être fait rapidement. Ça va prendre plusieurs mois. Et que les consultations appropriées vont être faites. Enfin, il y a eu des grands changements dans notre société qui commandent aujourd'hui ce forum. Je vous remercie. Vous pouvez rester sur scène, Dr. Bureau. On a quelques minutes qu'on s'est données pour répondre à des questions, s'il y en a à la suite de cette présentation. Et il y a des collègues, Camille et Marie-Pierre, qui sont en salle avec des micros. Il vous suffit de lever votre main pour qu'on aille jusqu'à vous avec le micro. Réactions, questions, propos qu'on vient d'entendre? Non? Bien alors, s'il n'y en a pas, c'est que vous avez fait une excellente présentation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Puis on continue la discussion à la lumière de votre présentation. Merci encore. Très bien. Alors, on va poursuivre avec ce qui était annoncé par la ministre, c'est-à-dire qu'on veut faire un survol, ce sera un survol simplement par le temps qui nous est accordé, mais du rapport du groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et de l'aide médicale à mourir. Je vais inviter Maître Filion à venir prendre place, s'il vous plaît. Maître Nicole Filion sera avec nous et vous l'aurez deviné, je vais également inviter M. Jocelyn Maclure à me rejoindre. Vous avez les escaliers des deux côtés, c'est parfait. Et pendant que tous deux prennent place, vous les reconnaissez comme co-présidents du groupe d'experts sur la question. Quelques mots sur le profil de chacun d'entre eux, après quoi je leur laisserai toute la place. Et même chose, si vous avez des questions à la suite de leur présentation, ce sera possible.
Maître Filion, qui détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa, qui a joint les rangs du Bureau du curateur public du Québec en février 2000, donc 20 ans déjà à œuvrer dans cet univers et à avoir développé une expertise, une expérience terrain d'abord et une expertise toute particulière sur les concepts juridiques liés à l'inaptitude. Monsieur McClure, qui est professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval, il enseigne l'éthique, la philosophie politique et la philosophie du droit. Et il est également président de la commission de l'éthique en sciences et technologies. Madame et monsieur, on peut les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Bonne présentation. Merci beaucoup, Madame Lehoux, Madame la ministre, Monsieur et Madame les députés des oppositions. Avant de Monsieur Dr Bureau, président de la commission sur les soins de fin de vie, avant de passer la parole à Maître Filion, on tenait tous les deux à remercier très chaleureusement les membres du groupe d'experts qui ont travaillé avec nous pendant 18 mois et qui ont permis d'en arriver à ce rapport. Et on remercie aussi la rédactrice, la professeure Naïma Amrouni, et la secrétaire du groupe, Maître Ève Ménard-Larivière. Alors bonjour, voici ce qu'on vous propose au menu ce matin, notre plan de présentation. Alors d'abord, nous avons abordé la méthodologie que nous avons employée pour le cours des travaux, les valeurs qui ont guidé les réflexions du groupe d'experts, les types de situations d'inaptitude à consentir sur lesquelles nous nous sommes penchés tout au long des travaux, et enfin, nous irons sur les principales recommandations, les recommandations les plus pertinentes pour les fins du présent forum. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, les travaux du groupe d'experts se sont déroulés sur une période de 18 mois, soit entre décembre 2017 et juin 2019. Les experts sont issus du domaine de la médecine, de la pharmacie, des sciences infirmières, de la psychologie, du travail social, de la philosophie du droit et aussi de la défense des droits des usagers. Tous ces membres ont exprimé des opinions à titre individuel en tant qu'experts dans leur domaine respectif. Alors, ces opinions-là ne reflètent pas nécessairement celles des organisations pour lesquelles ils travaillaient. Alors, d'abord, les rencontres ont été l'occasion d'abord de se familiariser avec les différentes dimensions et enjeux au cœur du mandat, mais aussi sur les nombreux défis rencontrés sur le terrain par les professionnels de la santé. Alors, pour ce faire, nous avons eu l'occasion d'entendre différentes personnes qui ont été invitées à nous partager leurs travaux scientifiques, mais aussi leurs expériences pratiques. Au total, il y a eu 22 professionnels, chercheurs et aussi représentants d'organismes qui ont accepté gentiment notre invitation, et j'en ai vu quelques-uns qui sont ici présents ce matin. Alors, au nom de tous les membres du groupe d'experts, on vous remercie sincèrement pour votre contribution qui a permis d'enrichir notre réflexion. Le rapport a été rendu public en novembre dernier et est intitulé « L'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude, un juste équilibre entre le droit à l'autodétermination, la compassion et la prudence ». Fait à noter, les travaux étaient complétés lorsque le jugement Gladu-Truchon a été rendu en septembre dernier. Alors, bien sûr, le critère que je pourrais traduire de fin de vie était présent dans le cours de nos travaux et vous allez le retrouver dans le rapport. Il était évidemment maintenu. Alors, je le disais, le rapport contient 14 recommandations. Elle reflète les regards variés et riches de tous les membres du groupe d'experts et exprime le consensus le plus large possible parmi ces derniers. Le plus souvent, ces recommandations ont fait l'unanimité et aujourd'hui, M. McClure et moi, nous vous présentons les plus pertinentes recommandations pour les fins du présent forum. Alors, nous
vous le savez, hein, c'est ce qui est au cœur de notre mandat. Donc, c'est une question, un ensemble de questions extrêmement complexes et délicates. Là, parmi les plus complexes, personnellement, sur lesquelles je me suis penché dans mon travail en éthique appliquée. Il s'agit de se demander si on peut provoquer délibérément la mort de personnes qui sont à ce moment-là inaptes, hein, donc incapables, hein, par exemple, de réitérer leur volonté. On a rapidement découvert que ça soulevait des questions d'une très, très grande profondeur, hein, y compris des questions philosophiques et éthiques, hein, dont concernant l'identité personnelle, hein, qu'est-ce qui fait qu'un être vivant est une personne et qu'est-ce qui fait qu'une personne demeure la même à travers le changement. Ça soulève des questions difficiles sur le rapport entre ce qu'on pourrait appeler le soi présent, hein, qui est rationnel, qui est apte à prendre des décisions sur les soins de fin de vie qu'il souhaite, le rapport entre ce soi présent rationnel et un soi futur, hein, qui vit avec les conséquences d'une maladie neurodégénérative et qui va perdre ses facultés rationnelles, permettant donc de prendre des décisions éclairées et même de comprendre les enjeux. Donc, ça soulève la question de ce rapport entre ces états. Il y a plusieurs enjeux, questions difficiles là, qui sont apparus au fil de nos réflexions et délibérations. Mais entre autres, un des cas de figure là, dont je vais reparler, qu'on avait toujours en tête, c'est le cas d'une personne qui a pu s'exprimer quant à sa volonté, là, par exemple au moment d'un diagnostic d'une maladie neurodégénérative, mais qui, dans le courant, dans l'évolution de la maladie, viendrait dans une phase qui serait une phase de démence relativement heureuse, c'est-à-dire une personne qui ne semble pas souffrir, qui a perdu, ses facultés rationnelles sont très fortement affectées, qui a perdu la capacité, par exemple, de reconnaître ses proches, la mémoire a été très, très affectée, mais qui ne semble pas souffrir et qui semble avoir acquis de nouveaux intérêts, un nouveau mode de vie qui, pendant un temps du moins, font en sorte que la personne semble relativement heureuse. Donc, c'est un des cas de figure que l'on avait en tête. Avant d'aborder les dimensions cliniques et juridiques, il fallait aussi réfléchir aux valeurs fondamentales qui allaient guider notre réflexion et nous guider vers des recommandations. Vous avez les 4 valeurs là, principales qui nous ont animés. J'attire votre attention sur la deuxième, le respect de l'autonomie de la personne, ou cette idée qu'on devrait tous avoir un droit à l'autodétermination lorsqu'il est question des décisions qui sont les plus importantes que l'on va prendre dans notre vie, des décisions qui sont ancrées dans notre conception du genre de personne qu'on souhaite être, des valeurs qui devraient nous guider. Donc, on a entendu ce grand désir d'autonomie en matière de soins de fin de vie, et on a pris ça très au sérieux. Et l'autre valeur avec laquelle on l'a mis en équilibre, au fond, c'est la dernière, la protection des personnes en situation de vulnérabilité et la solidarité et compassion que l'on devrait faire preuve à leur égard. Et on a tenté d'arriver donc à un équilibre entre ces deux valeurs. Et comme Nicole l'a dit, sur l'ensemble de nos recommandations, via la délibération et l'écoute et le respect, on est arrivé à des consensus sur toutes ces recommandations. Alors, le groupe d'experts a choisi de distinguer 5 types de situations d'inaptitude à consentir à l'aide médicale à mourir qui appellent évidemment chacun des réponses qui sont adaptées. Alors, le premier type de situation d'inaptitude sur lequel nous nous sommes penchés, c'est une population qui sera le plus touchée là, par les recommandations du groupe d'experts, soit les personnes qui ont reçu le diagnostic d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée et qui peuvent raisonnablement anticiper une perte d'aptitude à consentir à l'aide médicale à mourir. Ensuite, nous avons considéré les personnes victimes d'un accident soudain et inattendu qui entraîne des séquelles graves et irréversibles. On pense à quelqu'un qui est victime d'un AVC ou victime d'un trouble crânien grave. Les personnes qui n'ont jamais été considérées comme aptes à consentir à leurs soins, qui ne seraient pas jugées aptes à consentir à l'aide médicale à mourir. Donc, on peut penser aux personnes qui présentent une déficience intellectuelle profonde.
Les personnes qui, en raison du trouble de santé mentale avec lequel elles vivent, peuvent avoir été jugées inaptes à consentir à leurs soins de manière permanente ou qui vivent un état qui est susceptible d'affecter par moment leur aptitude à consentir à leurs soins. Alors, nous avons également considéré ce type de situation. Et finalement, on peut penser à toutes les personnes qu'on considère en fin de vie, soit des personnes atteintes d'une maladie grave et incurable et qui sont susceptibles de perdre leur aptitude à consentir aux soins en raison de la progression de la maladie ou en raison de la prise de médication. Alors, la première recommandation, celle-ci a fait l'objet d'un consensus assez rapide après qu'on ait entendu des témoignages de médecins qui ont administré des AMM dans le passé. Donc, elle vise à permettre à des personnes qui, entre le moment où ils ont fait une demande d'AMM et que cette demande a été évaluée et acceptée, et le moment de l'administration, Dr Bureau parlait du 10 jours, là, en moyenne, là, entre le moment de l'acceptation et le moment de l'administration. Il y a des personnes qui perdent l'aptitude entre-temps, soit en raison de l'évolution de leur maladie ou de leur médication, et qui donc perdent le droit d'avoir l'AMM à ce moment-là parce qu'il faut réitérer, juste avant l'administration de l'AMM, il faut réitérer sa volonté et son consentement, sa demande. Donc, lorsque des personnes qui ont été évaluées, qui souhaitent avoir l'AMM, finalement se la voient refuser étant donné la perte d'aptitude, mais ça plonge les proches, entre autres, dans une grande souffrance, qui comprennent à ce moment-là que les dernières volontés de leurs proches pourront pas être respectées. On pense que ça, c'est excessif. On pense que les personnes devraient pouvoir dire, une fois que leur demande est acceptée, si je perds l'aptitude d'ici à l'administration, de pouvoir exprimer, oui, je veux qu'on procède quand même avec l'aide médicale à mourir. La recommandation numéro 2, que soit reconnue et rendue possible la formulation d'une demande anticipée d'aide médicale à mourir en prévision de l'inaptitude à consentir à ce soin sous les conditions énoncées dans le présent rapport. Alors, le régime proposé, qu'on appelle les DAM, je vais revenir avec cette expression-là, donc demande anticipée d'aide médicale à mourir, permettrait à des personnes qui anticipent une perte d'aptitude de signifier à l'avance, par écrit, leur volonté d'être aidées à mourir si certaines circonstances sont réunies, qu'elles souffrent de manière constante et qu'elles sont engagées dans une trajectoire de fin de vie pour laquelle un médecin peut raisonnablement prévoir leur mort. Le groupe d'experts a privilégié le terme « demande » au lieu de « directive ». Pourquoi? Parce que la directive implique un aspect de contrainte pour le médecin. La directive revêt un certain caractère légal et une force exécutoire. Alors, il était important aussi que s'il existait une dame, que cette dame-là n'a pas à être suivie aveuglément. On a parlé, Jocelyn vient de parler du cas de la fin de vie heureuse. Il y aura certainement des cas de qui se présenteront, qui seront caractérisés tels quels. Alors, il va falloir, la société civile devra certainement aussi faire un choix. Est-ce que, à l'instar du groupe d'experts, elle souhaite que ce soit interprété comme étant une demande ou est-ce qu'elle souhaite qu'elle soit interprétée comme étant une directive dans la mesure où toutes les autres conditions sont rencontrées? Alors, j'imagine que ça fera l'objet d'un débat au cours de la journée. Recommandation 3, j'attire votre attention sur les 2e et 3e points. Donc, que la rédaction de la demande anticipée d'AMM se fasse après l'obtention d'un diagnostic. Donc ça, on en a discuté beaucoup, longuement au sein du groupe, du diagnostic d'une maladie grave et incurable.
et une maladie neurodégénérative en particulier. Cette, disons, mesure de protection vise à prendre acte des objections les plus sérieuses que l'on a pu trouver dans les écrits, entre autres en éthique médicale et en bioéthique, contre les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et un des points toujours soulevés est qu'il est très difficile, pour nous en tout temps, mais en particulier lorsqu'on réfléchit à comment on réagirait après un diagnostic d'une maladie ou une autre. Il est très difficile de se projeter dans l'avenir et d'anticiper, de prévoir, de prédire quelles seraient nos préférences, nos souhaits lorsqu'il est question de notre soi futur. Par exemple, dans 10 ans, évoluant avec une maladie, quelles seront mes valeurs et mes choix à ce moment-là? C'est très difficile. Souvent, on sous-estime notre capacité à s'adapter, à faire preuve de résilience, à retrouver un certain bien-être même après, en vivant avec une maladie. Donc, certains s'opposent aux demandes anticipées pour cette raison-là. Nous, ce qu'on a dit, c'est que, ça ne devrait pas priver les personnes de leur droit à l'autodétermination, mais qu'il faut réunir les conditions d'une délibération éclairée sur ce que l'on souhaite pour nos soins de fin de vie, en particulier suite à une maladie neurodégénérative. Et lorsqu'on a le diagnostic, d'abord, on s'assure une certaine contemporanéité, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic, c'est à ce moment-là qu'on formule notre demande. Ce n'est pas une demande qu'on a formulée il y a 15 ans, il y a 20 ans, lorsqu'on était complètement ailleurs dans notre vie. Et c'est aussi une demande que l'on formule après donc avoir eu des discussions avec notre médecin et l'équipe traitante. On en apprend sur la maladie, on en apprend sur l'évolution prévisible de la maladie, et on pense que là, il y a des conditions plus propices à une délibération personnelle, là, vraiment éclairée sur ce que l'on souhaite. Donc, c'est la raison principale ce sont les deux raisons principales, une certaine contemporanéité et les conditions d'une délibération éclairée qui nous ont fait favoriser cette mesure, disons, de protection. Pour l'autre point, Nicolas en a déjà parlé, comme le temps file, donc je pense qu'on peut passer à la recommandation 4. Recommandation 4, que soit conçu un formulaire de demande anticipée d'aide médicale à mourir, distinct du formulaire de directive médicale anticipée prévu par la loi, et que ce formulaire soit intitulé « Demande anticipée d'aide médicale à mourir ». Alors, qu'est-ce que ça signifie? La personne formule elle-même, de manière libre et éclairée, la demande d'aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle signe et date sa demande. La personne signe son formulaire en présence du médecin qui doit aussi le signer et qui doit confirmer 3 éléments. Le premier, le diagnostic de maladie grave et incurable. Ensuite, l'aptitude de la personne à consentir aux soins et à faire sa dame. Et enfin, le caractère libre et éclairé de la demande. Alors, cette démarche est faite par la personne elle-même, devant 2 témoins ou devant notaire, sous forme d'acte notarié en minutes. On a aussi beaucoup réfléchi aux différentes modalités permettant que les volontés de la personne malade soient connues par le personnel soignant. La recommandation 5 donc, vise la création d'un registre des demandes anticipées d'AMM, et on souligne que la consultation en ce registre devrait être obligatoire et que la demande pourrait aussi, par exemple, être versée au dossier du patient. Recommandation 6, que les citoyens soient encouragés à rédiger leurs directives médicales anticipées en prévision d'une perte d'aptitude. Le Dr Bureau le mentionnait, toute l'importance que revêt la rédaction de directives médicales anticipées. La recommandation 3 dont parlait Jocelyn, selon laquelle doit y avoir l'obtention d'un diagnostic de maladie grave et incurable, entraîne automatiquement l'exclusion de personnes qui sont devenues inaptes à la suite d'un accident, évidemment, soudain et imprévu. On pense au traumatisme crânien, AVC, etc. Donc, la grande majorité des membres du groupe d'experts ont conclu qu'élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir dans un contexte comme celui-là était prématuré. Il existait déjà un mécanisme qui permettait d'y répondre, soit les directives médicales anticipées, Dr Bureau le mentionnait.
par la voie des directives médicales anticipées, on peut refuser 5 traitements, soit la réanimation, la ventilation, l'hydratation artificielle, l'alimentation artificielle ou les traitements de dialyse. Alors évidemment, tout ça, ça permet de protéger contre l'acharnement thérapeutique et évidemment de permettre à la personne de signaler sa volonté de ne pas être artificiellement maintenue en vie ou être réanimée dans le cas d'accident soudain. La recommandation 7 maintenant, que la personne qui signe une demande anticipée d'aide médicale à mourir puisse au même moment désigner dans son formulaire un tiers qui sera chargé de faire connaître sa demande anticipée d'aide médicale à mourir et de demander en son nom le traitement de sa demande en temps jugé opportun. Et cette charge devra être acceptée par le tiers de façon écrite. Alors, le fondement de cette recommandation repose sur le fait que les proches aidants et la famille qui accompagnent la personne malade ont aussi un rôle à jouer dans les soins de fin de vie qui leur seront évidemment offerts et prodigués. Ce sont des proches qui connaissent intimement la personne, qui connaissent ses préoccupations, ses valeurs, son style de vie, ses préférences. Alors, ils sont souvent les mieux placés pour relayer aux intervenants les volontés et pour aussi interpréter au nom de la personne qui n'est plus en mesure de le faire des gestes, des comportements et toutes sortes de manifestations. Alors, pour nous, il est important qu'il y ait possibilité, qu'il y ait place à un tiers chargé de faire connaître la dame. Recommandation 8. Alors, qu'il revienne au tiers désigné, le cas échéant, d'initier le traitement de la demande anticipée d'aide médicale à mourir au moment jugé opportun et qu'en l'absence d'un tiers désigné ou dans l'éventualité d'un refus, désistement ou empêchement de sa part, la demande de traitement de la demande anticipée se fasse par une personne démontrant un intérêt pour le patient ou, à défaut, par une autorité externe impartiale dont le mandat serait de protéger la volonté du patient et d'agir dans son meilleur intérêt. Alors, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le tiers désigné n'exerce pas un consentement substitué. Le rôle du tiers désigné se limite à rappeler au personnel soignant qu'il existe une dame et de s'assurer que ce formulaire sera bien considéré par l'équipe soignante. Maintenant, vous ne voulez pas exclure les personnes totalement isolées de la possibilité de faire une dame ou celles qui ont choisi délibérément d'exclure un membre de leurs proches, de leur famille. Alors, la recommandation 8 prévoit qu'il est fort possible que parce que certaines personnes ne souhaitent pas impliquer un proche pour les représenter, qu'il puisse y avoir quand même une autorité compétente pour voir à ses intérêts. Et il est important qu'en l'absence d'un tiers désigné, on ne devait pas pour autant compromettre le droit à l'autodétermination de la personne qui a rédigé une dame. Recommandation 11, que le recours au consentement pour autrui ne soit pas autorisé pour demander l'aide médicale à mourir au nom d'une personne inapte et que le rôle du tiers désigné se limite simplement à attirer l'attention sur l'existence de la dame. Alors, la dernière recommandation sur laquelle on va attirer votre attention, notre temps est déjà écoulé. Sur le plan des critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir et en particulier pour les personnes qui ont eu un diagnostic d'une maladie neurodégénérative. Donc, on reprend les critères de la loi actuelle, entre autres sur la présence d'une maladie grave et incurable. On a conservé, comme Nicole l'a rappelé, le critère de fin de vie, qu'on a retraduit par une trajectoire de fin de vie. Un critère important qui doit être en partie modifié ou modulé plutôt, c'est celui de la présence de la souffrance constante. Dans la loi actuelle, lorsqu'on a affaire à une personne apte, c'est la personne
elle-même, qui évalue sa propre souffrance, une conception subjective de la souffrance. Lorsque la personne arrive à la conclusion que sa souffrance, qu'elle soit psychique ou physique ou existentielle, est devenue intolérable et qu'on ne peut pas l'apaiser dans des circonstances qu'elle juge acceptables, c'est à ce moment, ce critère-là est satisfait. Lorsqu'une personne est inapte, elle arrive probablement pas à formuler, à exprimer son état et de souffrance, et la souffrance donc, doit être objectivée d'une certaine façon, idéalement par une équipe multidisciplinaire qui constate que la personne est en situation de souffrance constante et que les soins prodigués n'arrivent pas à la soulager de cette souffrance. Donc, il y a une différence dans la façon d'évaluer la souffrance, mais le critère est maintenu. Deux derniers points en terminant. Je disais tout à l'heure que le cas de démence relativement heureuse, on pense qu'une demande anticipée d'aide médicale à mourir ne devrait pas être appliquée avant que la souffrance soit vraiment perceptible, que la personne n'ait plus de qualité de vie. En maintenant les critères de fin de vie et de souffrance constante, on s'assurait qu'une demande anticipée ne soit pas appliquée trop tôt. Si le critère de fin de vie tombe, comme ça va être le cas, donc il faut absolument réfléchir à, qu'est-ce qu'on veut décider en la matière pour si, la société civile et le législateur est d'accord avec cette idée qu'on ne devrait pas procéder à l'AMM pour des personnes qui ne souffrent pas, même s'ils ont perdu leur faculté cognitive. Il faut s'assurer qu'on a des critères qui permettent que la demande anticipée soit respectée, mais au moment où la souffrance est constante et objectivable. En terminant, même si, il y a cette réflexion sur est-ce que c'est une demande, une directive, l'idée d'en faire une demande, c'est que, justement, que le médecin et l'équipe traitante aient encore la possibilité de délibérer, d'évaluer quand est le meilleur moment, mais pour, au final, en respecter la demande de la personne. Ce n'est pas optionnel. On pense que lorsque les critères sont satisfaits, les personnes les demandes anticipées des personnes devraient être respectées. Voilà. Merci.